J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Leïla. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà pour commencer, est-ce que tu vas bien? Je vais super bien, au top. Trop bien. Bah, j'ai hâte qu'on puisse partager ce moment ensemble. Pour celles qui ont la vidéo, vous l'avez probablement déjà vu, on est complètement déjà rentré dans le sujet du personal branding puisque ça va être le focus du jour, comprendre comment être reconnaissable et quels sont les non négociables pour avoir un personal branding qui fonctionne. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es et à quoi ressemble ton quotidien? Ouais, alors moi c'est Leïla. Je suis parisienne de naissance, fan de séries et de Léopard visiblement. Et puis je suis personal brand manager, donc je développe l'image de femmes entrepreneurs et leur contenu de marque sous forme de coaching, d'accompagnement ou de prestations pour celles qui veulent déléguer. Trop bien. Et du coup, quand tu entends personal branding, c'est d'abord, quelle est ta définition à toi? Quelle est ta vision du personal branding? Pour moi, le personal branding, en fait, c'est simplement, c'est une stratégie marketing, quoi. C'est pas plus que ça, c'est une stratégie marketing, comme il en existe plein d'autres, en Mm. fait, et c'est utiliser sa personnalité comme levier. Voilà. J'aime bien ce résumé parce que, mine de rien, du coup, tu n'évoques jamais le fait de se montrer, tu évoques juste le fait d'avoir une personnalité et de se mettre en avant. C'est quoi, jusqu'à aujourd'hui, la plus grande erreur que tu peux voir chez les entrepreneurs quand elles veulent, du coup, travailler cet aspect-là plus stratégique? Ouais, en fait, je pense qu'il y a il y a plein de fausses croyances tu sais, qui se transforment en erreurs, en fait. Et je pense que celle que je vois le plus, en tout cas, en coaching, c'est les personnes qui vont penser que le personal branding, c'est de l'influence. Tu vois. Et en fait, alors les influenceurs travaillent leur personal branding, ça c'est une certitude, mais pas, on travaille pas le personal branding d'un influenceur comme pour une entrepreneuse. Parce que le risque, et moi c'est quelque chose que je vois beaucoup, j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir et qui me disent ouais, je fais du personal branding, je me mets grave en avant et tout, et pourtant ben, mon audience elle achète pas. Ben, en fait c'est un peu le problème tu fais du contenu comme une influenceuse, quand tu es entrepreneuse, bah en fait ta cible elle va devenir ta BFF, hein, tu vas être vraiment la personne à suivre, mais ton audience elle passera pas à l'achat. Et ça, pour Mm. moi, c'est une grosse erreur. C'est une des grosses erreurs que je vois aujourd'hui chez les entrepreneuses que j'accompagne. J'adore que tu aies mentionné ce point parce que c'est vraiment un des éléments que je dis tout le temps. Créer du contenu pour son business, c'est pas être influenceuse. Et le Ouais. fait de s'exposer sur les réseaux, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux choses différentes, avec des objectifs différents et avec des stratégies différentes. Avant même qu'on aborde ce qui doit être fait de la meilleure manière, avec la meilleure des approches, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la peur de se montrer. Parce que mine Mm. de rien, personal branding, il y a un peu le terme dedans, malgré que c'est en lien avec votre personnalité, mais c'est surtout aussi parfois le fait de se mettre en avant. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti la peur de te montrer ou est-ce que tu as déjà ressenti des doutes vis-à-vis de ça? Alors, pour être tout à fait honnête, non. Enfin, moi, quand j'étais jeune, tu vois, en fait, j'étais quelqu'un qui cachait beaucoup sa personnalité parce que j'avais peur d'être trop. En fait, j'ai toujours eu un humour un peu sassy, un peu piquant, et donc personne ne me comprenait. Mais c'est parce que je regardais beaucoup de séries où l'humour, c'était un peu ça, tu vois, c'était un peu ça la vibe. Et j'avais peur que les gens comprennent pas ma vibe, tu vois, ne comprennent pas qui j'étais et voilà, mon délire en fait. Et j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et donc aujourd'hui, j'avoue que le regard des autres, je m'en carre en fait. J'ai pas peur de ce que les gens pensent, puisque en fait, je pars du principe que c'est pas quelque chose que je contrôle. Donc en fait, je m'en fous. Par contre, mes clientes, oui, tu vois, moi j'ai beaucoup de clientes qui ont peur du regard des autres. Alors parfois tu sais c'est un peu comme c'est des symptômes, tu vois, c'est un peu comme tu vas chez le médecin et tu dis ouais, j'ai mal au ventre et en fait il te dit bah en fait non, c'est pas du mal au ventre, c'est autre chose, tu vois. Mais c'est un peu ça. J'ai des clientes qui viennent avec j'ai du mal à créer du contenu, je suis bloquée pour faire de la vidéo et tout et en fait tu te rends compte que en creusant, que c'est beaucoup par peur du regard des autres. Et moi j'insiste beaucoup sur peu importe en fait, si tu postes ou pas, si tu parles ou pas, si tu te montres ou pas, les gens, ils auront un avis sur toi. Hmm. Autant faire ce que tu as envie de faire en fait. Surtout les gens qui te critiquent généralement, Hmm. parce que souvent c'est la critique qui fait peur. Les critiques pas constructives, hein, on Hmm. s'entend. Souvent c'est parce que ça renvoie à quelque chose chez eux. Je te donne un exemple. Moi j'avais
J'avais une cliente. Alors, comment je le travaille, en fait, c'est simple. Moi, j'ai une cliente qui avait très peur du regard des autres. Je pense que c'était la cliente où la problématique de la peur du regard des autres et des gens, et ben, c'était hyper ancré, en fait, chez elle. Et du coup, il faut être très factuel. C'est-à-dire qu'on a fait une liste des personnes dont elle avait peur, tu vois. Et on a fait ça en deux étapes. Il y avait une liste où c'était des personnes qu'elle avait nommées. Donc, dedans, il y avait sa belle-sœur, sa belle-mère, ses collègues, tu vois. En fait, on les a tous bloqués. Tu vois, Mm. on a commencé par faire ça, on les a tous bloqués. Parce que avoir peur que quelqu'un ait un avis sur toi, quelqu'un que tu peux nommer, c'est pas une personne en qui tu as confiance. Tu Mm. bloques, tu vois, on s'en fout. La deuxième partie, c'était des personnes qu'elle a pas nommées, tu vois, mais c'est plus des trucs du genre. Ouais, j'ai peur qu'on me dise telle ou telle chose, tu vois. Et donc là, en fait, on a travaillé sur ça. Donc, en gros, on a fait un peu la liste de la pire chose que les gens peuvent penser ou dire. Et dedans, elle m'a dit, ouais, j'aime pas ce qu'elle fait, elle est gênante, elle sait pas de quoi elle parle. Ça, c'était vraiment ses grosses peurs. Donc, en Mm. fait, on a pris le truc hyper rationnel, c'est-à-dire que je lui ai dit, mais en fait, si quelqu'un te dit, j'aime pas ce que tu fais, est-ce que cette personne, elle va te suivre ou pas? Est-ce qu'elle va acheter chez toi? Bah non, donc on s'en fout. Si quelqu'un te dit, elle est gênante, tu vois, te dit, t'es gênante, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Et elle m'a dit un vrai truc, elle m'a dit, dans mes souvenirs, elle avait mis un truc du genre, j'ose prendre ma place, tu Mm. vois? Et en fait, je lui ai dit, bah, est-ce que c'est négatif? Non, tu vois, tu oses prendre ta place. Donc, il y a rien de négatif, tu vois, t'es pas gênante. En fait, tu oses prendre ta place, c'est tout. Mm. Et pareil, elle m'avait mis aussi qu'elle avait peur. Alors ça m'a fait beaucoup rire parce qu'elle avait mis, elle avait peur qu'on lui dise qu'elle sait pas de quoi elle parle. Et je lui ai dit, ok, factuellement, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Elle me dit, ouais, j'ai 15 ans d'expérience dans mon domaine. Bah écoute, meuf, t'as 15 ans d'expérience dans ton domaine. Enfin, t'attends quoi? T'attends d'avoir 1000 ans d'expérience? Enfin, je comprends pas, tu vois. Et donc, en fait, il faut regarder les choses factuellement. Quand on dit que t'as peur du regard des autres, c'est quoi exactement? Tu vois, qui? Mm. Qu'est-ce que t'as peur qu'on te dise? Et en fait, tu réponds de manière très rationnelle, tu vois. Ouais. Et je trouve que les 15 ans d'expérience, tu vois, c'était hyper parlant. Je dis, Mm. mais en fait, tes peurs, elles sont pas du tout rationnelles. Donc je pense que soit tu te fais accompagner parce que tu as besoin d'un regard extérieur et tout, soit tu peux le faire toi-même. Et voilà, tu fais ce tableau-là, en fait. Tu fais vraiment le tableau de qui j'ai peur, ok, je bloque, et qu'est-ce que j'ai peur qu'on dise de moi, ok, bah, j'y réponds de manière rationnelle. Tu vois, tu te réponds à toi-même. Moi, c'est exactement le travail que j'ai fait parce que Mm. avant de travailler sur mon personal branding, il y a eu un travail de marque et puis avant, je me montrais pas du tout. Et c'est Ouais. vrai que, en fait, quand j'ai considéré le fait de créer du personal branding, je me suis dit, oh waouh, là, c'est le Kilimandjaro, là, c'est mon Kilimandjaro. Je suis hyper timide, j'aime pas être face à la caméra, je montre très, très, très peu ma vie. Et c'est vrai que j'avais toujours cette sensation de me dire, en fait, les gens qui travaillent leur personal branding doivent raconter leur vie doivent s'exposer, doivent se mettre en avant. Et c'est du coup là toute la différence avec les influenceurs. Euh, Selon toi, et selon bien entendu les stratégies que tu mets en place, est-ce que le fait de travailler son personal branding, c'est le fait de raconter sa vie et le fait de d'exposer son quotidien et d'exposer tous les gens qui nous entourent et tout ce qu'on fait? Non, en fait, moi j'aime bien dire que je pose un cadre. C'est-à-dire que un des premiers exercices que je fais, d'ailleurs, c'est dans le tout premier module de mon accompagnement, c'est-à-dire que il y a un tableau. Littéralement, je fais un tableau avec, j'aime bien les tableaux. Je fais un tableau avec qu'est-ce que tu as envie de montrer, qu'est-ce que tu n'as pas envie de montrer. Qu'est-ce que tu as envie de dire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de dire. Et ça, pour moi, c'est un travail, c'est le step numéro un pour poser un cadre. Parce Mm. que ça te permet, c'est ça qui va faire la différence avec un influenceur. Au-delà du fait que tu vas faire des liens avec ton offre, donc c'est quelque chose qu'on va faire de manière très naturelle en personal branding, tu vas venir poser un cadre. Et tu vois, moi, j'ai des clientes qui disent qu'elles n'ont pas envie de montrer leurs enfants, qu'elles n'ont pas envie, mais par contre, qu'elles peuvent parler de leur identité de maman, tu vois. T'as des personnes qui veulent pas montrer leur mari, mais par contre qui veulent bien parler de ce que c'est l'entrepreneuriat en couple. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, et je pense que ce cadre-là, il est important. Et j'en parlais dans une vidéo sur mon compte Insta où je parlais de Tatiana dans Love is Blind. Pour moi, c'est vraiment l'exemple même de quelqu'un qui a pas posé de cadre dans son personal branding. Parce qu'il y a une espèce
en fait, elle a toujours peur de montrer trop ou elle a toujours peur de pas montrer assez. Et en fait, elle vient là de la peur de trop montrer ou de pas assez. C'est parce que t'as pas posé de cadre. Et tu fais simplement ce tableau, tu vois, tu te poses un soir, à toi qui m'écoutes, et tu fais ce tableau-là et tu te dis, OK, j'ai envie de montrer ça, j'ai pas envie de montrer ça, tu vois. Et Mm. déjà, ça met un cadre, ouais, ça met une limite en fait à ce que tu vas poster comme contenu. Et ce sera beaucoup plus naturel après de créer du contenu. Mm. Et quand du coup tu veux devenir une référence comme ça sans être la BFF, comme tu l'as dit tout à l'heure, ne pas devenir la meilleure amie de ta communauté, mais d'être vraiment là pour vendre et pas juste c'est sympa ce qu'elle poste, c'est sympa à suivre et c'est cool. Euh, Quel est selon toi le critère prédominant à prendre en compte? Déjà, être une référence, déjà pour un peu savoir ce que c'est, être une référence, c'est être un modèle, c'est servir de repère, tu vois. En commerce, on va parler de référence, un produit de référence, ça va être un produit qui a un ensemble de caractéristiques, tu vois. Par exemple, son prix, sa taille, l'émotion qu'il nous procure, blablabla. Et c'est ce qui va le distinguer des autres articles de la même famille. Et j'insiste sur de la même famille. Pour moi, pour être perçu comme un modèle, comme un repère, comme une référence, il va falloir te mettre dans une case d'expertise. Case, je mets des guillemets, hein, à case d'expertise. C'est pas négatif. C'est juste qu'en fait, il va falloir que tu parles d'un seul sujet. Si tu as envie d'être une référence, tu peux pas te permettre de te disperser sur les sujets que tu abordes en fait dans ton contenu. Par exemple, tu vois, si je dis je suis experte en organisation. Mm. Tu vois, j'aide les mamans à s'organiser dans leur quotidien pour trouver du temps entre le travail et les biberons. Tu vois, les sujets que je peux aborder, il y en a plein. Je peux parler de charge mentale, je peux parler de maternité, je peux parler de lifestyle, de maman salariée, je peux parler entrepreneuriat, je peux parler organisation. Tu vois, je peux parler de plein de sujets. Mais moi, j'ai envie d'être une référence dans l'organisation. Donc, je vais parler exclusivement d'organisation et les autres sujets, donc la charge mentale, la maternité, le lifestyle, l'entrepreneuriat et tout, ça va être des sujets qui vont venir alimenter mon contenu, mais ce ne sera pas les sujets principaux de mes contenus. Tu Mm. vois? Pour donner un autre exemple, parce que là, j'ai pris un exemple un peu niche, mais si je suis coach business, tu vois, et que j'ai bien travaillé mon positionnement. Donc, je suis coach business et j'aide les entreprises à devenir rentables. Encore une fois, je peux aborder plein de sujets. La vente, la fidélisation, l'entrepreneuriat, la rentabilité, le sport, pourquoi pas, tu vois, si j'aime bien faire du sport et tout. Mais j'ai envie d'être celle qui permet d'être rentable. J'ai envie d'être vue comme celle qui permet aux femmes d'être rentables dans leur business. Ben, je vais parler exclusivement de rentabilité. Et les autres sujets vont venir alimenter mon contenu. Donc pour moi, ça, c'est un non négociable en personal branding. C'est d'avoir un seul sujet. C'est vraiment l'étape 1 parce que le personal branding, il devient fort quand il est répété. Mm. Plus tu vas répéter une information, plus en fait, c'est ça qui va faire ta réputation. Et donc, tu vas devenir une référence. Voilà, pour ça, il faut travailler bien en amont son positionnement. Ce sera beaucoup plus simple d'être repéré. En fait, quand tu as un bon positionnement, ouais, t'es plus facilement repéré. Donc, forcément, tu deviens toi-même un repère pour les autres. Donc voilà, pour moi, ça, c'est le non négociable. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est un critère du coup que le personal branding est bancal, même si par exemple le contenu il est bon, il est bien écrit, il est beau, on a vraiment la sensation de faire tout bien, quoi, limite qu'Instagram ce soit la parfaite vitrine, etc. Mais on n'est pas en train d'attirer du tout les bonnes personnes. Est-ce que ça peut être un signe de, ok, là il y a un couac dans le positionnement, il y a un couac dans la ligne de Mm. directrice que tu as choisie, et du coup ça risque ici de pas fonctionner, même si tu fais tout bien. Ouais, en fait, il y a plusieurs points qui vont faire que ton personal branding, il est bancal. Et ça en fait partie, ouais, clairement. Clairement, le fait d'aborder plein de sujets, bah, tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'elle vend, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois, en fait, ça crée pas cette connexion directe, en fait, entre ton nom et ce que tu fais. Tu vois, normalement, le personal branding, en fait, si je dis entrepreneuse à succès qui fait des produits pour les cheveux, on pense qu'elle est ma seule. Tu Mm. vois, et en fait, c'est ce genre de raccourci-là qu'on essaye de créer en personal branding. Et si tu le fais pas, bah en fait, ce raccourci-là, il se fait pas non plus dans la tête de ton audience. Mais il y a plein de manières de voir un personal branding bancal, hein. Dont le contenu. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment Ouais, de bien positionner son positionnement. ouais. Est-ce que, selon toi, pour avoir un bon personal branding, ou du moins pour être reconnaissable et avoir une autorité, est-ce que, selon toi, il faut absolument être clivante? Parce que c'est vrai que généralement, tu sais,
Quand tu fais du face caméra, les gens te disent alors il faut générer du débat, il faut que les gens se souviennent de toi, il faut parler de tel truc et tel truc. Et c'est vrai que du coup, les gens cherchent les tendances, mais ils cherchent aussi limite le buzz, le bad buzz, mais aussi le bon buzz. Les gens adorent et s'alimentent de ça parce que c'est une vanity métrique. On part du principe qu'on a beaucoup de vues, donc que ça fonctionne très bien, alors que ça peut faire tout l'effet inverse au niveau business. Euh, Comment est-ce que toi, t'as posé ton autorité? Est-ce que tu t'as senti que tu étais obligée d'être spicy à certains moments et de te dire, ok, Mm. là, il faut absolument que je sois clivante ou pas forcément? Non, alors moi je suis pas clivante, mais je suis un peu piquante, tu vois. Mais c'est parce que ça fait partie de ma personnalité et que ça me fait rire et que moi c'est comme ça que je suis avec mes copines, c'est comme ça que je suis avec mes sœurs. Voilà, je suis toujours un peu piquante. Maintenant, l'autorité, ça passe par la posture. C'est la dynamique de relation que tu vas avoir entre toi et ta cible. C'est la dynamique de relation que tu installes. Clivant, c'est le ton. Tu vois, ça Mm. n'a rien à voir. En fait, la tonalité que tu donnes à ton contenu, tu vois, c'est la manière dont tu vas faire passer un message. Et tu peux faire passer un message en étant clivant, en ayant plutôt un ton analyste, tu vois, drôle, réfléchi. Tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si je suis experte en organisation sur Notion et que j'ai envie de faire un contenu sur comment trouver du temps pour soi au quotidien. Tu vois, si je suis clivante, je vais dire, ouais, ton organisation est à chier si t'as même pas le temps de prendre un café le matin sans être devant ton ordi. Ça va être un contenu un peu clivant. Si j'ai envie de prendre un ton plutôt analyste, je vais dire, j'ai arrêté de lire mes mails dès le matin après avoir lu cette étude. Et là, je vais parler d'une étude que j'ai vue, que 70%, je dis n'importe quoi, faut pas m'écouter, mais que 70% des gens qui lisent leurs mails au saut du lit finissent en burn-out. Tu vois? Ou alors, je peux être drôle. Je peux mettre un mème avec du café sur le clavier et dire POV, tu pensais gagner du temps en prenant ton café le matin devant tes mails. En fait, ça c'est le clivant, c'est la tonalité que tu donnes à ton contenu. C'est pas, ça n'a rien à voir avec l'autorité. L'autorité, ça va vraiment passer par quelle est la relation que tu vas avoir avec ton C'est audience. hyper intéressant comme point et ça me fait penser du coup aux deux tonalités que moi j'ai du coup sur les deux comptes que j'ai, que ce soit tant sur la But First Academy mais également sur mon personal branding. Si vous allez les analyser, c'est vrai que je peux transmettre le même message, mais du coup la tonalité n'est absolument pas du tout la même. Je vais beaucoup Mm. utiliser l'humour dans la But First Academy et je vais beaucoup utiliser le storytelling dans mon personal branding parce que justement je voulais pas rentrer, tu sais, comme ça dans l'art et je me disais, mais en Ouais, fait, moi, ça fait pas du tout partie de ma personnalité, genre, je suis pas comme ça. Par contre, je sais que ce qui me reste en tête et ce que j'adore faire, c'est raconter des histoires, transformer tout ce qui m'entoure en contenu. Bon, bah, du coup, j'en ai fait une force, mais en fait, ça appartient aussi à ma personnalité et à la manière aussi dont je gère les trucs et dont j'aime créer également. Toi, qu'est-ce que tu refuses catégoriquement de faire? Même si tu sais que dans le fond, ça marcherait et que tu aurais des likes et que tu aurais de la visibilité. Est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit non, ça c'est un non négociable, je le ferai jamais. Bon, ne ouais. jamais dire jamais, mais bon, voilà. Ouais, On va ne commencer. jamais dire jamais. Mais je pense qu'il y a un truc, je pense que ça marcherait de ouf, tu vois. Je pense que vraiment ça marcherait de ouf. Mais moi, je refuse d'analyser les stratégies de personal branding de politiciens. Je parle politique hein, dans mon contenu, j'ai aucun problème avec ça, puisque pour moi, l'entrepreneuriat, c'est politique. Mais en fait, on leur donne déjà trop de gaz. Ils ont tout l'espace médiatique pour eux. Ils ont littéralement des chaînes qui tournent H24 et qui parlent d'eux. Voilà, la dernière fois, je suis tombée sur un post, j'analyse le personal branding de Jordan Bardella. Bon, j'en ai rien à foutre de Jordan Bardella, tu vois. Et il y a plein de gens intéressants autres que Jordan Bardella, tu vois. Donc, moi, c'est juste pas aligné avec mes valeurs. Et surtout, je prône le fait que pour moi, les politiciens ne devraient pas avoir de réseaux sociaux. Tu vois, donc ce serait incohérent d'en faire un peu la promo, entre guillemets, même si c'est pas de la promo, même si c'est de l'analyse. Bah, indirectement, j'en parle, donc c'est un peu de la promo quand même, tu vois. Ouais. Et puis ça serait aussi un peu le chemin de facilité parce que du coup, d'une manière ou d'une autre, tu sais que tu vas créer des débats. Donc tu Ouais, sais que tu vas créer deux camps et en fait, ça fonctionne très bien. Il faut savoir que si vous voulez avoir de l'engagement et de la visibilité sur Instagram, il suffit juste de créer une polémique et tout va bien se passer et ça ira. ouais, Il faut juste que ça vous glisse dessus. Nous, c'est pas du tout l'approche qu'on a au niveau business, mais effectivement, c'est intéressant comme point de vue. Si une entrepreneur aujourd'hui, elle veut monter en gamme, si elle se dit par exemple ok, j'ai joué petit en 2024-2025, j'ai toujours eu un peu peur, etc. Là, en 2026, je prends ma place. Qu'est-ce qu'elle devrait absolument arrêter de montrer
ou de dire dans son contenu. Parce que je sais que généralement, quand on fonctionne par exclusion, c'est beaucoup plus facile pour les gens de passer à l'action. Ouais, en fait, alors c'est pas tant arrêter de montrer ou arrêter de dire, je pense que c'est plus la manière dont tu le fais. En fait, pour moi, la pire chose pour un personal branding, c'est l'incohérence. C'est simple. Mm. C'est-à-dire que pour moi, il y a plein de choses qui vont faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, on parlait de personal branding bancal. Comme je disais, il y a plein de choses qui vont faire que ton personal branding, il va être bancal, notamment le fait d'avoir une différence entre ce que tu dis et ce que tu montres. Mm. Par exemple, si tu dis que tu permets à des centaines de meufs d'être rentables, mais que tu parles jamais de chiffres, il y a une trop grosse différence. Si tu n'incarnes pas ton offre non plus, tu vois, si tu as envie de renvoyer une image d'une meuf organisée et que tu es H24 en train de dire en story, oh là là les gars, je suis débordée, il y a trop une grosse différence entre ce que tu as envie de renvoyer comme image versus ce que tu renvoies. Tu vois, tu n'incarnes pas ton offre. Donc, pour moi, l'incohérence, c'est un truc qu'il faut absolument arrêter si tu veux encore plus si tu as envie de monter en gamme et donc si tu as envie de vendre premium. Tu te dois d'être cohérente et communiquer avec stratégie, avoir une image claire avec une vraie direction, tu vois. Mm. Euh, pour moi, ouais, ça c'est le truc qu'il faut faire, mais arrêter ou montrer ou dire dans son contenu, en soi, on peut tout dire, on peut tout montrer en personal branding. Je dis pas que genre toi, tu dois tout montrer toute ta vie, mais on peut montrer ce qu'on veut en fait. Mm. Mais c'est la manière dont on va le faire qui va faire que tu peux vendre premium ou pas. Moi, de toute façon, ce qui a vraiment fait la différence de mon côté, alors que les gars, si moi j'ai pu développer un personal branding, je crois que vraiment tout le monde peut le faire. Vraiment, je vous le dis, parce que c'était une ascension impossible à mon sens. C'est vraiment en fait de devenir la principale consommatrice de ce que je vends. Et au-delà juste, tu vois, de dire j'ai un mentorat, j'ai des formations, mais en fait, c'est d'appliquer le contenu, d'appliquer ma stratégie, d'appliquer ce que je fais, de montrer également ce que je fais. Et en fait, sans jamais mentionner le nom de mes produits. Les gens m'envoient des messages du style, ben, j'aimerais bien faire la même chose, je veux avoir les mêmes résultats, je veux m'exprimer de la même manière, je veux créer des histoires pareilles, est-ce que tu peux m'aider? Et du coup, directement, en fait, on crée le désir, mais aussi, je trouve que c'est un super bon raccourci, et pour le coup, je déteste les raccourcis en business, parce que pour moi, chaque chose doit prendre son temps, mais c'est Mm. vraiment, en fait, de créer cette autorité, de créer ce lien de confiance, où les gens se disent, bah, en fait, oui, elle applique ce qu'elle est en train de vendre. C'est comme si demain, vous vendez une crème pour la peau, et que vous l'appliquez jamais. Ouais, Enfin, tu vois, oui, pour moi, c'est ça ça. n'a aucun intérêt. Genre, je Mm. suis sûre que Kelly Massol qui vend ses produits, je suis probablement sûre et certaine que dans sa douche, il y a ses produits aussi. Alors peut-être Mm. qu'elle fait du benchmark et qu'elle utilise plein d'autres concurrents également. Mais dans le fond, je suis convaincue que c'était sa principale consommatrice. Donc, Ouais. moi, j'aime bien dire que d'une manière ou d'une autre, analysez toujours la manière dont vous pouvez intégrer ce que vous vendez à votre quotidien. Comme Mm. ça, au lieu de créer du contenu, vous allez documenter votre vie. Et ça sera beaucoup plus facile. Et quand je dis documenter sa vie, c'est pas raconter sa vie privée. C'est vraiment utiliser ce qui vous entoure dans votre journée et l'intégrer petit à petit. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour justement créer cette bulle de confiance et cette bulle de stratégique en tant que personal branding sans que ce soit trop parfait, sans que ce soit tout maîtrisé, tout lisse, parce que je sais, Mm. Instagram, on adore vous vendre du rêve, on adore vous vendre la perfection. Vous voyez que le beau, le truc, le concret, le fit parfait. Mais est-ce que c'est possible de créer un personal branding dans du vrai, sans que tout soit calculé, sans que tout soit stratégique? Ouais, alors ça dépend ce qu'on entend par, tu vois, maîtriser, tout lisser, parfait et tout. Ce qui est clair, c'est qu'il faut une direction. Il n'y a pas de personne. Moi, j'ai jamais vu en tout cas de gens qui ont un personal branding fort, qui n'ont pas posé de cadre et qui n'ont pas de direction. Je pourrais même pas t'en citer en fait. Pour moi, c'est impossible. Après, par contre, le personal branding, c'est, comme tu as dit, créer une connexion. Et Mm. créer une connexion, c'est être authentique. Alors, c'est un mot galvanisé qu'on entend partout, mais c'est être vrai, en fait. Et tu peux être authentique sans raconter tous les moindres détails de ta vie. Tu peux être authentique et vrai tout en choisissant ce que tu as envie de raconter. Parce que ce que tu choisis de raconter, si c'est vraiment quelque chose ancré dans ta vie, tu vois, Mm. bah en fait, ce sera, bah c'est OK, tu vois, c'est du personal branding et ça crée de la connexion. Tu peux être authentique et créer de la connexion tout en posant un cadre, en ayant une direction sur ce que tu as envie de communiquer. Donc, Mm. oui, tu peux forcément, un personal branding, de toute façon, il doit pas être parfait et lisse dans tous les cas, mais il doit être maîtrisé dans le sens où tu dois savoir ce que tu as.
envie de dire et là où tu as envie d'amener les gens, tu vois, la direction que tu as envie de prendre. Mais il faut pas non plus le faire à la one again et être en mode non, je parle de tout ce que je veux et tout, mode, tu sais, moi j'ai pas mal enfin, je vois parfois des gens qui disent ouais, mon contenu il est what the fuck et tout, mais au moins je suis authentique. Ouais, mais non, tu vois, ça veut pas, c'est pas parce que ton contenu il est fouillis que t'es authentique pour autant. Tout comme c'est pas parce que, tu vois, et c'est pas parce que t'as envie d'être authentique que tu dois être fouillis. Je pense qu'il y a un entre-deux à trouver là-dedans, et justement cet entre-deux-là, il est intéressant parce que ça va te faciliter à créer du contenu tout en créant du contenu qui te fait kiffer, tu vois. C'est vraiment cet entre-deux-là qu'on essaye de trouver, qu'on trouve d'ailleurs en personal branding. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, c'est quoi, du coup, selon toi, ta bonne vision? Attention, il y a mille et une définitions et vous le voyez comme vous voulez, mais une bonne vision de l'authenticité stratégique. Je déteste le terme authenticité, je suis désolée. Je l'écorche même en le disant parce que pour Je peux moi, en plus. fait, j'en peux plus, vraiment, je peux plus me le voir. Mais du coup, je sais que ça banalise et ça généralise souvent une idée, donc on va le vulgariser tel quel. Mais comment est-ce qu'on le gère? Parce que beaucoup pensent que c'est crier sur les réseaux, que c'est tout exposer, que c'est pleurer, alors que dans le fond, pas du tout. En tout cas, c'est ma propre vision. Quelle serait toi ta vision stratégique liée à ça? En fait, pour moi, être authentique, c'est d'abord être aligné, tu vois. Si toi, ton truc, c'est de pleurer sur les réseaux, bah pleure, tu vois. Moi, c'est pas du tout mon truc. Et si je le faisais, bah, c'est un énorme manque d'authenticité parce que c'est tellement pas mon truc. Donc, je pense que l'authenticité, c'est quand tu fais les choses avec le cœur. Voilà, ça fait un peu bateau et tout, mais c'est réel. Je pense que moi, tu vois, tous les contenus que je partage, c'est des contenus que je partage parce que je les aime trop, tu vois. Ça m'arrive des fois de retourner dans mon contenu et d'être là en train de scroller sur mon propre contenu. Alors oui, je suis un peu, voilà, je me kiffe un peu, mais surtout, c'est moi, tu sais, c'est tellement moi. Et souvent, d'ailleurs, quand je rencontre des gens et tout, on me dit, putain, mais meuf, le post que t'as fait hier, le truc que t'as fait et tout, c'est tellement toi. Et, euh, et je pense que c'est ça l'authenticité, c'est à partir du moment où tu te dis, ah ouais, là, c'est moi, tu vois. Là, c'est mon truc à moi et je peux pas être plus que ça. Moi, en tout cas, quand je vois mon contenu, je peux pas être plus que ça. C'est moi à 100%. Même là, c'est une interview et tout. Enfin, quand je fais les choses, je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire. Tu vois, j'ai accepté d'aller sur ton podcast parce que c'est un choix, tu vois, qui est authentique. Parce que c'est un choix que je fais vraiment avec le cœur, parce que je l'écoute moi-même et que j'aime ce que tu fais. Donc je pense que c'est ça le personal branding. Enfin, surtout, tu parlais d'authenticité. Pour moi, c'est ça l'authenticité, c'est de se dire, ouais, est-ce que je fais ce choix-là parce que je me sens un peu obligée, parce que les gens disent qu'il faut le faire, ou est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire et ça me parle. Comment t'es arrivé à ce niveau de connaissance de toi? Comment est-ce que t'as réussi? Parce que je me dis, en fait, pour l'avoir, je le vis depuis un an et demi et je sais à quel point le personal branding peut être compliqué parce qu'on te demande de choisir ce que t'aimes pas, ce que tu as envie de mettre Mm, en avant, ce qui est ton jardin secret, ce que tu refuses de montrer. Et alors, il y a des questions qui sont très simples. Tu veux montrer ta famille? Oui, non. Tu veux montrer tes enfants? mm. Oui. Tu veux montrer tel truc? Oui, non. Mais le reste, en termes de personnalité, de comment tu vas communiquer, comment est-ce que tu vas te mettre en avant, quelle est la vibe du truc que tu es en train de créer, je trouve que c'est hyper dur de ok, bah en fait ça c'est moi. Et toi tu arrives à le faire avec tellement de naturel que je me dis comment est-ce que tu as réussi à arriver avec autant de profondeur à être purement toi-même et simplement toi-même. Alors, ça, je suis chiante, hein. Ça va être chiant ma réponse, mais moi, je le fais très naturellement. C'est tellement mon truc. En fait, tu vois, si on part de mon parcours, de pourquoi j'ai fait du personal branding, par exemple, moi, j'étais la personne qu'on appelait avant un entretien. J'étais la personne qu'on appelait avant un entretien de fin d'année. Tu vois, on me disait, ouais, Leïla, j'ai trop envie de demander une augmentation à la fin de l'année. Je commence par quoi? Mais en fait, je parlais personal branding, je savais même pas que c'était du personal branding. Je parlais de posture, je disais, ouais, dis ces mots-là, parle de ça, prends rendez-vous à ton patron, avec ton patron pour lui montrer ça. Et en fait, c'est vraiment du personal branding que je faisais. Donc, moi, ça a toujours été très naturel. Tu vois, mes sœurs, elles m'appelaient ma grande sœur surtout, elle m'appelait quand elle avait des embrouilles avec son patron, tu vois. Et elle me disait, oui, il faut que je prépare ça et tout. Qu'est-ce que je dis? Et en fait, je faisais déjà, tu vois, du personal branding. Donc, pour moi, c'est très naturel. Mais je pense que je comprends que ce soit pas naturel pour tout le monde. Et je pense que ça passe.
par une certaine maturité entrepreneuriale, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, les gens que je vois en tout cas qui font leur personal branding tout seuls, l'erreur qu'ils font, c'est de regarder uniquement ce dont ils ont envie. J'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça. Et en fait, ça devient plus stratégique. C'est plus stratégique et en fait, il n'y a pas de résultat derrière. Je pense qu'il faut essayer de rester assez factuel sur, alors oui, tu vas devoir travailler sur ce que tu as envie, effectivement. Tu vas devoir montrer tous les trucs que tu as envie. Les trucs avec lesquels tu peux pas te faire de lien avec ton business, ça part, tu laisses tomber, tu vois. Les trucs qui parlent à ta cible, ça, tu gardes, tu vois. Et en fait, tu vas essayer de trouver des points communs entre toi et ta cible, entre ton offre et toi. Et en fait, tout doucement, ton personal branding, il va se créer. Tu vois, ça va être tout doucement naturel. Mais d'abord, il faut vendre un truc qui est extrêmement aligné avec toi. Mm. Moi, le personal branding, si aujourd'hui je vends ça en coaching, en prestation, en accompagnement sous toutes les formes, c'est parce que c'est tellement moi, c'est mon quotidien, c'est ma vie. Mais tu vois, moi j'ai un truc tout bête, je sais pas si on a encore le temps de faire Ah oui, oui, vas-y, une vas-y, anecdote, t'inquiète. une anecdote. Mais tu vois, moi un jour j'avais une cliente qui avait pris un accompagnement avec moi. Et première session, elle me dit, moi j'ai envie de coacher des meufs dans leur business et tout. Nan. Ok. Je lui dis, ok, sous quelle forme tu as envie de le faire? J'ai envie de le faire sous forme de coaching. Enfin, je le fais, elle le faisait déjà, hein, elle le faisait sous forme de coaching et tout. Moi, j'aime bien faire la liste au début de ce que t'aimes et ce que t'aimes pas dans ton business. Tu vois, ce que t'aimes, donc ce qu'on garde, et ce que t'aimes pas, donc ce qu'on va devoir modifier, ajuster ou laisser tomber. Tu vois. Et en fait, dans toute cette première partie d'accompagnement, dans tout ce premier coaching qu'on a eu, j'étais en mode, mais pourquoi tu fais ce métier? C'est pas toi. Enfin, tu sais, y a rien qui résonnait avec ce qu'elle aimait. Enfin, je veux dire, elle faisait du coaching littéralement dans ce qu'elle aimait pas. Elle a noté le fait que les coachings, ça lui prend trop d'énergie. Alors oui, ça prend de l'énergie, mais est-ce que t'aimes ça? Ouais, bah, j'aime bien, mais c'est vrai que ça me draine beaucoup. Je suis pas sûre de pouvoir faire ça très longtemps. Bah, pourquoi tu le fais? Tu vois? Et en fait, il y a vraiment ce truc de, d'abord, ça part de, je vends quelque chose qui me parle vraiment, qui est aligné avec ce que j'ai envie de faire et qui résonne avec le pourquoi tu veux le faire. Et après, tout doucement, ça vient et en fait, très naturellement, si tu bosses ton personal branding, les réponses, elles vont te venir assez naturellement. Mais si ce que tu vends, c'est pas aligné, ben, ça va être compliqué. Tu vois, j'ai une autre cliente qui était graphiste d'ailleurs et qui avait vraiment cette posture de prestataire. Et elle, quand on a eu notre premier coaching, pareil, première session, j'étais en mode, mais t'es pas faite pour avoir une posture de prestataire. T'es faite pour avoir une agence. Et elle me dit, ah ouais, et tout. Je lui dis, mais oui. Aujourd'hui, elle a son agence, ça marche très bien, elle est épanouie de ouf, et c'est elle. Mais c'est pour ça que t'as beaucoup de gens qui bloquent dans leur personal branding parce que leur offre de base, elle est pas alignée avec ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois, Ça me fait c'est pas penser eux. au fait que, au-delà même du simple fait de vendre un truc qui n'est pas aligné, ça me fait penser au fait que quand on veut s'exposer comme ça sur les réseaux, on a souvent un peu la sensation de devoir se déguiser. Et c'est vrai que par exemple, Mm. l'autorité, c'est souvent vu avec un blazer, avec un rouge à lèvres rouge, avec des talons, avec... Et du coup, la personne, en fait, elle n'arrive pas à alimenter ça au quotidien parce que c'est pas elle. Est-ce que, selon toi, le personal branding passe aussi par le style vestimentaire et les symboles qu'on va mettre en avant? Mais pas des symboles fake en mode tout le monde le fait donc je vais faire la même chose, mais des Mm. symboles qui nous appartiennent à nous réellement. Ouais, je pense que d'une certaine façon, ça passe par ça. Enfin, je pense que pour moi, c'est vraiment l'étape, la finition, j'appelle ça. C'est vraiment la finition dans le sens où c'est vraiment des choses que tu vas mettre en avant. Tu vois, par exemple, le léopard. Moi, c'est un truc, c'est parce que littéralement, je mets des leggings léopard depuis que je suis gamine. Tu vois, j'ai Ok, des photos de moi, bébé, avec des ensembles léopards. Donc, j'adore. ça a toujours fait partie de ma vie et j'ai toujours un truc léopard. Là, j'ai ça, j'ai mon doudou juste derrière que vous voyez pas. J'ai ma tasse, tout est léopard chez moi. J'adore ça. Mais c'est pas une obligation, tu vois. C'est pas obligé. C'est cool quand t'as une stratégie qui est bien pensée et que tu sais où tu vas et tout, pour faire peut-être des liens plus rapides, tu vois, pour être plus reconnaissable, enfin, pour être reconnaissable encore plus, tu vois. Mais c'est pas une nécessité. C'est pas ça le personal branding. C'est pas que ça en fait. Mm. Et si du coup une personne qui nous écoute voudrait commencer un peu à le mettre en place ou qu'elle pense à changer quelques trucs dans son approche parce que justement elle se rend compte que ça va plus du tout avec qui elle est et que c'est pas ça ne lui correspond pas, quelle serait la première chose qui selon toi il faudrait qu'elle change ou sur lequel il faut que je se dise bon ben sur ce point-là en fait il faut que je commence à travailler sur ça. Ouais, bah alors ça va être une réponse totalement. Là, on va parler mindset.
tu vois. Là, on parle plus technique. Je pense que, en fait, il y a un truc que là, je vois de plus en plus. Plus j'accompagne des femmes, plus je le vois, plus je lis, plus je le vois et tout. C'est vraiment, nous, les femmes, on a tendance à chercher beaucoup l'approbation pour faire plaisir. En fait, on a ce truc, on grandit avec l'idée de devoir faire plaisir, devoir plaire. Je pense que la première chose à arrêter, c'est arrêter de chercher l'approbation ou la validation. C'est commencer à s'écouter soi-même. C'est drôle parce qu'il y a pas longtemps, j'ai lu une étude, je sais plus, ils ont fait ça où, je sais plus, enfin, voilà. Mais ils ont fait une étude où ils ont mis des petits garçons d'un côté, des petites filles de l'autre. Ils ont foutu du sel dans leur chocolat chaud ou leur gâteau, je sais plus trop. Et l'idée, c'était de voir qui va avoir une réaction authentique. Les garçons, ils étaient en mode ah, c'est dégueulasse et tout. Et puis les filles, elles étaient en mode timide. Tu vois, elles se sont forcées à boire le truc ou à le bouffer, je sais plus ce que c'était, juste pour faire plaisir. Mm. Et en fait, c'est parce qu'on grandit avec ce truc de sois sage, fais pas de, tu vois, ne sors pas du cadre, en fait. Sois d'une certaine manière docile, en fait. Et je pense que c'est le premier truc à faire quand on travaille son personal branding, c'est de se dire, j'oublie ce que j'ai envie, enfin, auprès de qui j'ai envie d'être validée, j'oublie l'approbation de qui, de qui, de quoi, de qu'est-ce. Et je commence à me concentrer sur moi, ce que moi j'ai envie, tu vois, de faire passer comme message. Et pourquoi je le fais? C'est quoi le message, enfin, la mission en fait que je me donne pour y parvenir. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir un personal branding fort parce qu'en fait, tu vas amener les gens dans ce truc-là. Tu Mm. vois, souvent les gens ils disent ouais, mais avoir une mission, c'est toujours un peu tu sais, quand on parle mission en stratégie de marque, tu vois, en personal branding et tout, souvent les gens se disent ouais, enfin c'est un peu bateau. Mais non, une mission, c'est censé être réaliste, c'est censé tu sais, c'est ça qui va apporter du leadership un peu à ton image. Parce que tu as ce truc de t'amènes les gens. Et je pense que ça commence d'abord par un travail sur soi. Et en fait, une fois que tu as fait ça, le personal branding, en fait, tu vas tellement être aligné que tu seras plus en train de te dire est-ce que ça va plaire? Est-ce que j'ai vraiment envie de partager ça? Est-ce que je partage ça et ça les gens ils vont pas comprendre? En fait, t'as plus ces questions-là parce que c'est aligné entre toi et ta cible et ton offre. Tu vois, il y a ce truc de ta cible, ton offre et toi, donc tes envies, ta personnalité et tout. Et tout ça est aligné et du coup, tu es en mode, bah, tu sais de quoi tu as envie de parler, tu sais de quoi enfin, ce que tu as envie de partager, la vibe que tu as envie de transmettre. Et tout ça devient très, très naturel. Il y a aussi cette approche d'accepter de prendre sa place et Mm, d'accepter d'arrêter de se dire que on va déranger qui que ce soit. En fait, comme tu le disais très bien, et j'adore l'exemple de cette étude, on cherche absolument l'approbation, mais d'une manière ou d'une autre, on revient avec ce qu'on disait au début et la boucle sera bouclée. Que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas d'une manière ou d'une autre, les gens vont vous critiquer. mm, Donc, en fait, ça vous glisse dessus, partez du principe que si c'est pas constructif et si c'est pas des gens qui vont vous apporter quoi que ce soit, bah, ça glisse et puis ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre et vous continuez votre chemin. Mais vraiment, merci Leïla parce que déjà, de un, je trouve que tu démocratises très très bien le personal branding. Quand on t'entend parler, on a l'impression que c'est super simple. J'aurais adoré tomber sur ton contenu il y a 1 an et demi quand je me suis lancée, que je me faisais des nœuds au cerveau à me dire mais comment est-ce que je vais faire ça? Donc vraiment, merci parce que je trouve que c'est beaucoup plus palpable et c'est surtout beaucoup plus facile de se projeter maintenant. Et si vous voulez approfondir le sujet, je vous mets de toute façon tous les liens que Laïla a mentionnés dans les notes de cet épisode de podcast. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram. Vous verrez que vous n'avez pas besoin de mille et une choses. Il suffit juste d'être vous-même et Laïla elle le fait très bien. Donc vraiment, merci pour ton temps et pour ta disponibilité. J'ai été ravie, moi, de t'accueillir. Merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait mais, tellement plaisir de participer à ce podcast et j'espère que ouais, nos échanges vont vous aider en tout cas à développer votre personal branding à vous. Je n'ai aucun doute de ça. Merci beaucoup. Et vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.